Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce premier numéro, Marie Ferrand est notre invitée. Écrivain à succès édité chez Gallimard, elle vit et écrit en Corse, à Saint-Florent. Libre ou The Psychology of Writing du psychologue cognitif Ronald T. Kellogg, c'est Inès Moratti qui nous en parlera. Le cinéma de Xavier Affre focus sur Lazzaro Felice et le film le plus applaudi à Cannes cette année. Marie-Ange Philippe y a choisi d'évoquer la série Modern Family qui a la particularité d'être tournée comme un documentaire parodique. Et enfin, dans le cerveau d'Inès Moratti, il y a des pop-corns, mais pas que, ce sera le moment décalé, à ne manquer sous aucun prétexte. À mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, bonsoir Xavier Affre et Marie-Ange Philippe, bonsoir et bienvenue à vous tous. Avant de retrouver nos esprits critiques, j'ai le plaisir d'accueillir, c'est une première, Marie Ferrand. Bonsoir Marie. Et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. Marie Ferrand, est-ce qu'il peut vous arriver d'être de mauvaise foi ? Si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas, hein, mais oui. Bien sûr que oui. Alors Marie Ferrand, on va s'intéresser à votre personnalité, un petit peu à votre parcours. On va parler d'Histoire d'un assassin, votre dernier roman paru chez Gallimard. Comme je le disais, vous avez tout d'abord enseigné la littérature avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Quel a été le déclic ? Pour quitter l'enseignement, je manquais de temps affreusement et... j'aimais enseigner, mais je savais que j'aimais encore mieux écrire et que c'était vraiment une nécessité impérieuse. Et donc, j'ai sacrifié l'enseignement à l'écriture. Oui. Est-ce que c'est votre famille qui vous a transmis ce goût de raconter des histoires ? Ma mère est une merveilleuse raconteuse d'histoires. Mais non, franchement, je ne crois pas. Je crois vraiment que ça me vient d'abord d'un refus. Ça me vient d'un refus du monde dans lequel j'étais. La littérature a été pour moi une sorte d'éblouissement et de révélation qu'elle n'a plus jamais cessé d'être, ce qui n'arrive que très rarement dans une vie. Et donc, c'est la littérature qui m'a donné envie d'écrire et qui m'a fait beaucoup douter d'ailleurs que je puisse le faire. Mais c'est un paradoxe, c'est des contradictions qu'on essaye de résoudre, sachant pertinemment qu'on n'y arrivera jamais, mais c'est aussi le but du jeu. Alors avant de retrouver Inès Moratti, dans votre dernier roman, Histoire d'un assassin, vous décrivez avec ironie, une ironie souvent cruelle, les relations à l'intérieur d'une société villageoise, c'est en Corse. Marie Ferrand, est-ce que la famille est selon vous le terreau de nos névroses, voire de nos psychoses ? Ça ne fait absolument aucun doute. Effectivement, ce sont les premiers apprentissages, ce sont les premières découvertes des complexités psychologiques, ce sont les premières frustrations, ce sont aussi les premiers bonheurs. Et donc, la famille est la meilleure et la pire des choses, comme la langue. Vous voyez que ce n'est pas hasard si je suis écrivain. Dernière question, est-ce qu'on peut y retrouver certains aspects autobiographiques ? Alors, ce n'est pas l'objectif, mais très certainement... alors, je n'ai pas envie de dire à mon insu, comme tout le monde, mais peut-être effectivement qu'il y a des choses qui passent et qui m'échappent un petit peu. Alors, merci Marie Ferrand. Je me tourne à présent vers nos esprits critiques. Ont-ils aimé Histoire d'un assassin ? Élément de réponse à travers leur chronique. Inès Moratti, dans The Psychology of Writing, Ronald T. Kellogg, alors il a un nom de céréalier, mais c'est un psy. Il cherche à comprendre comment les gens formulent et expriment leurs pensées à l'écrit. C'est ça. Alors, moi, déjà, j'ai été véritablement happée par ce roman, mais j'ai été particulièrement interpellée par l'usage de la langue. Alors oui, évidemment, l'usage que vous en faites, mais c'est aussi ce qui m'a touchée, c'est ce langage qui devient outil et qui, tour à tour, leurre et révèle. Se sont donc imposées les questions de la vérité dans la construction imaginaire et de la possibilité d'encore inventer. Donc je me suis dit que moi aussi, j'allais mener mon enquête. Alors, mon indique
Oui, Dave, le type qui travaille à la bibliothèque, j'ai essayé de faire un petit peu prestigieux. Donc, mon indique m'a filé un tuyau, un bouquin écrit par un certain Ronald C. Kellogg, un prof dans l'université du Missouri à qui j'avais rendu 2-3 services. Et ça s'appelait The Psychology of Writing. Alors, ce que nous dit Ronald, c'est que nos idées ne sont en fait que la combinaison d'idées existantes que nous aurions déjà absorbées. Sauf que ça, c'est le « je suis une copie d'une copie d'une copie » de Chuck Palahniuk. Si c'est pour nous donner du monstre invisible en moins fun, c'est pas la peine. Une histoire de plagiat, non? C'est ça. Sauf que Ronald a fini par passer à table, il m'a balancé un nom, cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est la croyance qu'une idée est nouvelle alors que ce n'est qu'un souvenir. Mais ce que nous dit ce livre, c'est que cette fusion en nouvelle combinaison est un processus inconscient qui efface aussi la source originale pour labelliser la fausse épiphanie en nouvelle idée. Donc, je poursuis mes recherches et comme j'ai décidé d'être le héros fatigué d'un polar en poulet, j'épingle des photos de vous sur mon mur, je tutoie la folie, j'y colle des bouts de votre roman, je relis le tout avec des fils rouges, ça ne m'avance à rien. Mais bon, jusqu'à ce que je tombe sur un vieil article de presse, oui, Dave, un papier de cette année, on vous demandait, ce roman est une fiction, mais n'est-elle pas inspirée de 100 histoires vraies ? Ce à quoi vous répondiez, si l'on en croit l'écrivain argentin Borges, il y a eu peu de nouveautés depuis Homère, mais le miracle de la littérature, c'est que chaque histoire est pourtant nouvelle, puise ses propres ressources dans cette perpétuelle recréation. Donc Marie, en gros, on vous demande s'il est encore possible d'inventer quelque chose, et vous répondez en empruntant les mots d'un autre écrivain pour dire que c'est toujours au fond les mêmes histoires qui sont racontées. On est d'accord, elle essaye de me semer. Ou en tant qu'auteur, finalement, n'avez-vous pas d'autre choix que de piocher dans ce que l'ingénieur américain Vannevar Bush avait poétiquement appelé en 1945 le Common Record, c'est-à-dire la masse énorme des archives communes. Du coup, je me faisais cette réflexion tout à fait personnelle en bouclant mon enquête, là, devant le soleil couchant, qu'être écrivain, au fond, c'est un peu, peut-être, une forme d'endettement. Et alors, c'est très beau, on est d'accord, parce que c'est de moi. On a presque envie d'applaudir. C'est de vous, Marie. C'est de vous, Marie. C'est un texte. Alors, finalement, je suis une sorte de policier pervers qui était sur ma propre piste. C'est une phrase que j'avais volée à Marie. Vous n'en étiez pas rendu compte? Non, pas du tout. Non, ben voilà, comme quoi on peut plagier impunément. C'est pas du plagiat, en fait. Non, alors c'est tout le but. C'est pas du plagiat. Ça vous intéresse, ces mécanismes psychologiques, Marie Ferrand? D'où vient l'inspiration? Comment se forment les mots dans notre cerveau? Vous pouvez dire non. Ça m'intéresse moyennement. Voilà. Merci Marie. Dommage, ça c'était drôlement bien. Votre chronique était formidable. Mais non, c'est vrai, il faut le dire. Je vais me repasser le replay. Mais non, c'est vrai. Plus largement, vous vous intéressez à tout ce qui est psychologie, psychanalyse? Psychanalyse, plus largement, oui. Parce que j'ai beaucoup lu Freud. Je me suis beaucoup intéressée à la psychanalyse pour mieux m'en débarrasser, si vous voulez. Mais ça m'a beaucoup intéressée. Maintenant, les rouages sociocritiques comme ça oublie quelque chose d'essentiel, à mon sens, c'est l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que, effectivement, on peut toujours avoir une théorie sur la littérature. Il se trouve que cette théorie est souvent démentie, enfin, c'est évident aussi. Et surtout, ça oublie que ces souvenirs communs, c'est une espèce d'énorme bibliothèque personnelle. Hein, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a peu de choses qui sont singulières chez un écrivain, mais c'est ça qui fait sa valeur. C'est ça qui me semble avoir été un peu omis, c'est-à-dire que ce n'est pas un rapport tout à fait inconscient, bien qu'on ne maîtrise pas tout, et loin s'en faut. Mais il y a quand même quelque chose qui tient à l'univers, qui peut être fondé et qui puise dans ces souvenirs communs ou cette... L'inconscient collectif de Jung, par voilà, exemple. par exemple. Mais il y a toujours quelque chose qui fait la singularité d'un individu, ce léger écart qui fait qu'aucun livre ne se ressemble en racontant peut-être toujours la même histoire. C'est ce que disait Borges. Hein. Merci pour cette excellente transition, puisque nous allons retrouver la singularité d'un chroniqueur bien particulier, Xavier Affre, pour le cinéma. Xavier, focus sur 2 films à présent vus à Cannes cette année. On débute avec Lazzaro Felice, un film italien, un peu comme Les Herbes folles, dont on ne se souvient jamais comme elles sont arrivées là. Lazzaro, le héros naturel de ce conte moderne, voyage hors du temps. Oui, moi, ce que je retiens de votre roman, c'est l'aspect rural et ces relations qui peuvent exister au sein de la société. Bon, là, du coup, c'est à une époque, on va dire ancienne, mais c'est toujours intéressant parce que ça dit pas mal de choses sur notre présent. Et ce film que j'ai vu à Cannes,
Ça va être un des points Godwin de cette année, donc je vous mets de suite dans le bain. Voilà, il y a l'Asie, c'est le premier, celui-là c'est le second, Cannes. C'est un très très beau film italien, Lazzaro Felice, qui sort dans pas très très longtemps, le 7 novembre, d'Alice Rohrwacher, je ne sais pas si vous connaissez. Elle avait fait un film qui s'appelait Les Merveilles, il y a quelques années, qui avait eu le Grand Prix. Tout le monde avait détesté à Cannes, moi j'avais adoré. Ouais, pourquoi voilà. L'avant-garde. Oui. Là, elle a eu le prix du scénario. Alors, c'est l'histoire, vous l'avez dit, de ce jeune paysan qu'on découvre assez vite dans le film et qui est un peu, entre guillemets, l'idiot du village. Hein. Il est considéré comme tel. C'est quelqu'un de bon, tout simplement. Il aime tout le monde, il s'entend très bien avec tout le monde, il rend des services à tout le monde. Mais il a le malheur pour lui de vivre dans un hameau. Alors, on pense que c'est l'Italie sans doute du sud, l'Italie pauvre. La période n'est pas donnée, mais ça peut être aujourd'hui, ça peut être avant, dans une société italienne rurale. Il vit avec sa famille et le tout est dominé par une espèce de marquise. Donc il y a les rapports de classe en plus qui se mettent dedans, bien entendu. Et lui rencontre le fils de la marquise et c'est la naissance d'une amitié. Alors je ne peux pas trop en dire parce que le film est vraiment impressionnant et se divise en deux parties totalement différentes, mais ce que j'aime beaucoup, alors déjà c'est l'acteur Adriano, il s'appelle Tardolio, donc c'est absolument pas qui est prodigieux tout au long du film, et puis elle le construit comme un conte, une fable. Alors c'est très allégorique, hein, il y a beaucoup d'animaux, c'est très mythologique, donc ça vient aussi du côté de votre roman. Et ce que j'aime bien, encore une fois, c'est qu'elle... alors c'est pas quelqu'un de nostalgique, Alice Rohrwacher, elle dit pas c'était mieux avant. Ce qui est bien, c'est qu'elle montre une société italienne, mais elle dit beaucoup de notre présent. Et la deuxième partie du film, c'est l'Italie urbaine, sale, là, qui s'est enlaidie encore plus il n'y a pas très longtemps avec l'arrivée au pouvoir de certaines personnes. Et cette Italie urbaine, c'est vrai qu'elle est triste et c'est un peu la critique de la société italienne aujourd'hui. Alors sans être un film politique direct, c'est un film à la fois très poétique, métaphorique, mais qui dit beaucoup du présent. Et on sent Alice Rohrwacher qui, elle, a peut-être voulu se débarrasser, un peu comme vous pour la psychanalyse, qui a voulu se débarrasser peut-être du présent. Pas qu'elle n'aime pas, mais qu'elle critique violemment. Un film qui fait passer pas mal de messages, mais c'est votre genre, malgré tout, Marie-Ange, voilà, ce genre de fable un petit peu naïve. Alors, j'aimerais être de mauvaise foi et être contre Xavier, mais je ne peux pas parce que j'ai repéré le film à Cannes, bien que je n'étais pas avec Xavier, il ne m'invite jamais. La bande-annonce fait très envie, j'ai lu plein de critiques et effectivement, l'acteur a l'air jaillissant, quoi, fabuleux. Ça a l'air fabuleux. Lazzaro Felice, la traduction française, c'est heureux comme Lazzaro. C'est ça. Le cinéma italien vous interpelle, Marie Ferrand? Évidemment, c'est plus que ça. Je veux dire que c'est une des sources, évidemment, d'influence majeure. Évidemment, Pasolini, Visconti, Fellini, Comencini, enfin tout ça, toute la grande période italienne, y compris depuis le début, enfin le néoréalisme. Moi, je suis très très fan. Fan de ciné italien. Autre chose sur Lazzaro Felice? Non, c'est un film qu'il faut vraiment découvrir. En tout cas, là, il va vraiment sortir bientôt. Il faut le voir. Oui, c'est très méditerranéen. Un film aussi, qui sera en salle le 7 novembre et vivement recommandé par Xavier Affre. À présent, Xavier, un plaidoyer pour l'expression artistique. Un deuxième film aussi qui m'a fait penser forcément à votre roman, même si on va un petit peu plus loin, c'est un film iranien de Jafar Panahi qui s'appelle Three Faces. Alors, il faut rappeler que Jafar Panahi ne pouvait pas être à Cannes. Le film, d'ailleurs, est très intéressant pour ça. Il est toujours en résidence surveillée en Iran. Donc, la liberté de créer, d'écrire, de filmer, c'est pas la même partout, bien entendu, dans le monde. On le savait déjà, mais enfin, c'est bien de le rappeler. Et ce qui est bien avec ce réalisateur, c'est que depuis quelque temps, il envoie des films à Cannes, alors des fois par clé USB, les premiers. Mais là, maintenant, c'est le paradoxe de ce pays, qui finalement sait très bien qu'il tourne, parce qu'il ne peut pas sortir de chez lui, mais le film est à Cannes, ça se sait. Enfin bon, c'est à l'image de la société iranienne. Et ça met en scène une actrice, une vraie actrice, d'ailleurs, qui reçoit une vidéo d'une jeune femme qui menace de se suicider parce que ses parents sont trop conservateurs, elle peut rien faire, etc. Et elle est choquée par ça et elle demande à son ami Jafar Panahi de l'emmener vérifier si elle n'a pas été manipulée par les images, etc. Et on les voit comme ça partir en voiture tous les deux à la rencontre des populations du nord-ouest de l'Iran. Le film est tout, c'est-à-dire que c'est à la fois une fiction, bien sûr, mais c'est aussi très, très réaliste, parce que c'est leur propre rôle. Vous avez dit, c'est un plaidoyer pour l'art, oui, pour la liberté, c'est-à-dire créer, mais ça montre l'Iran qu'on voit peut-être moins maintenant, c'est-à-dire l'Iran des villages, et pas Téhéran, justement. C'est-à-dire que Téhéran, on sait que peut-être dans le milieu urbain, même si les interdits sont là, c'est peut-être plus simple. Dans ces communautés rurales, c'est beaucoup plus difficile, c'est très conservateur, on vit encore peut-être comme au 19e siècle parfois.
Et le film là-dessus est vraiment magnifique parce que dans des conditions simples, en plus il rend un hommage à Jafar Panahi, à Abbas Kiarostami, grand maître du cinéma iranien qu'il aimait beaucoup, il a travaillé avec d'ailleurs, Jafar Panahi. Et voilà, il y a beaucoup de poésie encore une fois, comme quoi on peut prendre une caméra, se mettre en voiture, se filmer, aller à la rencontre des gens, et on obtient quelque chose de bouleversant, vraiment de bouleversant. Et on sent que l'Iran est à la conjoncture de deux mondes, hein, c'est-à-dire peut-être une libération, mais il y a encore beaucoup de conservatisme et de freins, malheureusement, à la création. Voilà. Merci Xavier. Merci Marie Ferranti, je vous imagine sensible vis-à-vis de ce cinéma iranien qui veut dire beaucoup de choses, sans forcément vous comparer à ce réalisateur. Vous aussi, c'est votre truc, hein, dans vos romans, de parler de ces tabous dans les familles, de ces mesquineries, de ces choses qui dérangent. Pour vous, l'art, que ce soit l'écriture ou le cinéma, ça sert à ça, faire passer des messages ? Non. Mais ils doivent exister quand même, mais ça ne me sert pas à ça. Je pense que la morale, si c'est le cas, d'ailleurs, ce réalisateur que j'aime beaucoup, j'avais vu son film Taxi Téhéran, magnifique, il y a cette espèce de distanciation qui est extraordinaire, et c'est le spectateur qui, comme vous l'avez bien démontré, reçoit ces messages, les interprète, peut-être même les surinterprète, peut-être même se trompe, peu importe. Mais il n'y a pas un discours, il n'y a pas une morale aussi compassionnelle, etc., qui préside à l'acte d'écrire, ou chez ce cinéaste, ou chez n'importe quel grand cinéaste, au fond, un engagement ne peut être que la conséquence d'un discours, mais sûrement pas à l'origine du discours. Parce que ça ne marche pas, en fait. Ou alors, c'est très daté. On voit bien avec les chansons engagées ou des choses comme ça. C'est lié à un événement, à quelque chose de factuel, et ça ne résiste pas au temps. Or, au fond, ce qui est passionnant dans la littérature ou le cinéma, enfin toutes les formes d'art, c'est cette résistance au temps. Cette résistance à l'époque et au temps. Nietzsche disait qu'il fallait être intempestif. Je crois beaucoup à ça. Donc, vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas entendre de chansons engagées écrites par Marie Ferranti. Il y a peu de chance. Sans transition, je vous propose de retrouver Marie-Ange Philippe. Et vous nous parlez ce soir de Modern Family, une série au format de documentaire parodique dans lequel les personnages regardent parfois la caméra. Mais plus largement, cette fiction brosse le portrait de la famille moderne. Oui, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette série, parce que c'est un peu le pendant très approximatif, d'accord, du corpus de Marie Ferranti. Pendant américain, télévisuel, complètement hystérique, mais terriblement génial, l'excellente sitcom Modern Family, écrite par Christopher Lloyd et Stephen Levitan, dispo sur Netflix bien évidemment, et comme son nom l'indique, cette série dépeint le quotidien d'une famille moderne américaine. Alors blanche, vivant à Los Angeles, assez aisée et complètement névrosée. On suit le quotidien de la famille Pritchett, 3 couples, 5 enfants, 3 générations, réunis entre les crises d'adolescence, le couple qui essaye de survivre à leur quotidien complètement névrosé, les tentatives de reconnexion affective, les anniversaires foireux, etc., etc., pour en arriver toujours à une conclusion qui va vous plaire, Dave, Family First. Ah, Family First. Alors, moi, Marianne, je me demande, n'est-ce pas une vision un peu niaise ? Oui, complètement. Mais derrière cette évidence de blockbuster, un peu cucu, il faut le dire, se cache une intention assez louable, celle de bousculer le quotidien de millions d'Américains chaque jour depuis près de 10 saisons. Et c'est plutôt réussi, parce qu'elle connaît un succès phénoménal. Elle a été récompensée aux Emmy près d'une dizaine de fois. D'ailleurs, les Emmy, je pense que c'est la seule cérémonie à laquelle tu n'as pas été invité, Xavier. Bientôt, ça ne saurait tarder. J'espère. Oui. Grâce à un casting implacable et totalement séduisant d'une Colombienne impétueuse, mariée à un homme plus âgé, un peu bougon, un peu réactionnaire, conservateur mais très tendre, incarné par non pas notre réalisateur Paul Luciani, mais Al Bundy lui-même. Claire et Philippe aussi, un couple vivant en banlieue, complètement dépassés par le quotidien et par leurs enfants. Et mes préférés, Mitch et Cam, couple homosexuel, qui essaye en fait de concilier leur névrose, l'un est complètement exubérant et l'autre très très timide. Alors oui, tous les clichés sont là, mais ceux qui pensent se mettre devant une série divertissante ont tout faux. Et
Je cite TéléZ. Oui, c'est une vraie source. Bravo, Marie-Ange. J'ai lu un critique dans TéléZ qui disait que c'était la série de divertissement par excellence. On n'est pas dans les réflexions. Alors, c'est complètement faux. Notre cerveau est sans cesse titillé par cette série. Il y a du désespoir partout. À côté, les personnages se masturbant tout le temps et complètement dépressifs de Michel Houellebecq, je vous le dis, c'est de la gnognotte. On s'aperçoit assez vite que les scénaristes, en fait, mettent à rude épreuve la tolérance au profit de l'individualisme. On questionne sans cesse la place des femmes, le rôle de la séduction et bien sûr l'intégration sexuelle à travers le couple gay. Alors les personnages sont hyper caricaturaux, mais les situations et dialogues ne sont pas dénués de finesse, au contraire, ils poussent la caricature pour mieux la chasser. Et la série réussit à poser les bonnes questions. Par exemple, quand on est un couple gay, que faire pour la fête des mères? Comment gérer la lucidité à 14 ans quand on s'aperçoit que sa famille est très gentille, mais bon, ce ne sont pas des lunaires non plus? Comment éviter l'étiquette drama queen quand on annonce l'adoption d'un bébé avec une mise en scène sur la musique du Roi Lion? Comment faire aimer ses origines à une petite fille adoptée au Vietnam autrement qu'en l'emmenant au restaurant chinois? Vraie scène. Et est-on obligé, manie très américaine, de se faire des câlins tout le temps? Enfin, on peut s'arrêter 2 secondes sur cette manie insupportable. Enfin, je sais pas, moi, quand je dis bonjour, j'ai fait un check à Inès, un salut Nippon à Xavier, et j'ai essayé d'éviter tout contact. Merci pour ce beau focus. On demande rapidement à Marie Ferrand, est-ce que comme Marie-Ange, vous lisez les critiques de séries dans TéléZ? Non, mais je vais m'y mettre. C'est une source d'inspiration sans fin. Vous êtes branchée série, Marie? Ça m'arrive, oui, ouais. de regarder des séries. Mais quel genre de série vous avez regardé? Je sais plus, Casa del Papel, enfin voilà, évidemment. Mais on les regarde des nuits entières et c'est un peu épuisant. Mais c'est très très bien foutu. Ouais. C'est vrai, très bien foutu. Merci Marie-Ange. Nous poursuivons avec la chronique Le Moment décalé d'Inès Moratti. Nous allons pénétrer votre cerveau, Inès Moratti. Oui. Belle promesse. Alors écoutez, dans mon cerveau, il y a un fantasme nourri par la lecture d'un peu de temps à l'état pur. Et si, Marie, au lieu d'avoir correspondu avec Jean-Guy Talamogne, vous aviez été forcée, je ne vois pas d'autre cas de figure, de correspondre avec moi, alors ce sera un recueil de SMS uniquement. Donc allez, c'est moi qui commence. Dalia, de quoi j'ai l'air? Ah oui, c'est bon, elle ne me voit pas. Donc évidemment, vous ne savez pas qui je suis. Comme j'ai pas du tout envie de recevoir un message humiliant, c'est qui. On dit que je me suis présentée, tout ça c'est fait. Alors Marie, avec moi, autre ambiance, il n'y aura pas d'interrogation sur les liens indissolubles entre politique et littérature. Vous n'avez pas l'air surpris, ça me fait mal. Non, avec moi, ce sera plutôt une question sur les liens entre Instagram et littérature. Alors, je vous explique. Des fois, je veux poster un selfie parce que je suis totalement #goals dessus, mais je veux pas paraître trop vaine. Donc du coup, je vais mettre en légende la citation d'un auteur. Ça fait genre, j'aime la philosophie, mais en plus esthétique. Donc qu'est-ce que je mets? Sachant qu'Oscar Wilde s'est surfait depuis l'île de la Tentation. Et vous voyez très bien de quelle citation je vais parler. Faites pas genre, Dave. La meilleure façon de résister à la tentation est d'y céder, Inès. On savait où vous passiez au samedi soir. Donc du coup, qu'est-ce que je mets en citation? Vraie question. Si on ne se fie pas aux apparences, à quoi se fier, Jean Cocteau? Parfait, la frivolité est la plus jolie réponse à l'angoisse de Cocteau, j'aime beaucoup aussi. Alors ensuite, je sors du personnage, excusez-moi. Ensuite, Jean-Guy Talamogne et vous aviez coutume de vous adresser des nouvelles et des poèmes de votre composition. Alors de mon côté, je vous avais envoyé un mémo vocal de moi en train de reprendre une chanson en sortie de soirée et vous n'avez pas répondu. Alors que ça finissait par, je cite, décalé qu'attend, ohé, ohé, à vous, sacrée impolitesse. Ensuite, si Jean-Guy Talamogne a été élu à l'Assemblée de Corse, vous aurez la chance, Marie, de suivre mon ascension en tant que présidente de l'Assemblée de mon syndic. Là, peut-être que vous m'auriez répondu, peut-être intéressé par l'absurde et l'aspect pathétique de ma vie, sauf que moi, je ne vous aurais pas répondu, enfin pas tout de suite, parce que sachez que dans notre recueil, il y aura de sérieuses ellipses. Bon, je finirai toujours par répondre à un truc du genre « Coucou Marie », je joue la familiarité. Je n'ai pas donné suite à ton message il y a 3 mois, parce que j'étais en phase profonde de dépression. Point d'exclamation, emoji qui rougit, singe qui se cache les yeux, une rose, chat épouvanté. Voilà, ce sera donc l'ensemble de nos correspondantes sexuelles, puisque Davia me fait des gros yeux, je crois qu'on n'a plus le temps. Par contre, pour le titre, je ne crois pas qu'il faille encore faire référence à Proust. Je ne sais pas, peut-être que... On voit ça par mail, ça nous fera le tome 2. Voilà. Merci infiniment Inès Moratti. On peut vous joindre par texto, par SMS, vous répondez, vous?
Oui. Pas à moi, mais bon. Sauf à Inès, mais sinon Voilà. je réponds. Mais voilà, c'est quelque chose Oui, bon, je suis qui est pas, présent. Je le fais, mais je passe pas ma journée à Il faut écrire être des SMS. Quand même. psychopathe pour pas répondre aux SMS. Moi, des fois, je réponds pas aux SMS. psychopathe, David. Mais pourtant, pas. Vous répondez à tout le monde, même aux fans, voilà. Non, mais les fans, ils ça... n'ont pas votre numéro. Enfin. Elle me des répond. fois, dans cette petite société, vous savez ce que c'est, les petites sociétés villageoises, un petit peu. Oui, non, on n'est pas si harcelés que ça. Non. On rappelle votre dernier roman, Histoire d'un assassin aux éditions Gallimard. Bon, je pense que tout le monde a aimé autour de cette table. Même Marie-Ange Philippe. Surtout Marie-Ange Philippe. Xavier Affre. Ah oui, moi aussi. Bon, et vous l'avez bien sûr rappelé, On est trois. Inès Moratti. Une dernière question, Marie Ferrante, à quel rythme écrivez-vous? Vous écrivez le jour, la nuit, ça n'a pas d'importance? Ça n'a La pas place du vraiment soleil. d'importance, ça dépend du livre. Chaque livre a une forme de composition particulière. Donc, Une haine de corps, je l'ai écrit la nuit, par exemple. Mais... Votre prochain roman, on peut l'attendre pour quand? Prochain roman pour 2-3 ans, mais je 2-3 ans. suis en train d'écrire un recueil de nouvelles. Voilà. Ah, vous reviendrez nous en parler? Très volontiers. Super. Merci à mes chroniqueurs. Il y avait Inès Moratti, Xavier Affre, Marie-Ange Philippe. Puis merci à tous les trois. Vous reviendrez peut-être. Et enfin, merci à vous, Marie Ferranti. Vous êtes écrivain. Lisez ce bouquin, un roman, Histoire d'un assassin. Merci Marie Ferranti. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse Viasté, la bonne Azère et à presto.